Et bonjour, on revient au GoCast aujourd'hui avec Carl-Frédéric Dessel, qui est président chez Xmedia. C'est un des plus anciens du monde des TI. On parle aujourd'hui de cybersécurité avec lui. C'est un grand plaisir de le recevoir. Bonne écoute. Ah, bonjour Carl, bienvenue au GoCast. Comment Allô, ça va? ça va bien, toi? Yes, ça roule. Je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui puisque je te connais depuis fort longtemps. Je pense Trop que, longtemps, sans se connaître, mais sans quand se même. connaître, Ouais. je pense que tu es l'invité avec lequel j'ai le plus d'ancienneté, de connaissances, j'ai envie de dire. On en parlait tantôt, je devais avoir 12 ans. Peut-être, Donc, ouais. ce qui nous met à 30 et 30 quelques années. Est-ce que tu peux te présenter un peu qui tu es, d'où tu viens? Parce que tu Oui. es pour moi une célébrité. Ah, je te remercie. Je suis un T'es fan, fin, un fan je suis fini. trop humble pour ça. Ben, je suis un économiste de formation. J'ai étudié en économie à l'université pour le fun, même si tout le monde me disait d'aller en informatique parce que je tripais sur les ordinateurs puis ces choses-là. Mais dans le fond, c'était vraiment un hobby. Alors moi, j'ai décidé de faire de l'économie pour le fun, pas vraiment pour pratiquer ce métier-là. Je savais pas Ok. ce que j'allais faire dans la vie. Je vendais des ordinateurs à temps partiel. Moi, je viens du monde des babillards électroniques puis des clubs informatiques. C'est là qu'on s'est connus. Et j'ai fondé en 1995 Xmedia, qui est la plus ancienne, je pense, boîte de web au Québec, qui est encore dans son, je vais dire, dans son état initial, mais qui fait encore des sites web 30 ans plus tard. Le site web a évolué, puis la définition a évolué, l'envergure de ce qu'on fait a évolué aussi, mais on est toujours là 30 ans plus tard. On est pas mal fiers de ça, d'avoir duré, puis d'avoir ramassé une gang de gens qui fait ça. Moi, j'aime ça, les projets qui durent dans le temps. Ben oui, je regardais ton LinkedIn cette semaine, j'ai 25 ans. Ça passe vite. Oui, on voit C'est plus ça. beaucoup ça non plus. Non, non, non. 25 ans. Ben, c'est vrai que dans notre monde de numérique, d'informatique, les choses vont vite. Tu sais, les gens qui ont parti des boîtes en même temps que moi, ils sont un peu partout. Ils ont vendu, ils ont acheté, ils ont fait faillite. Tu as toutes les histoires dans le monde qui étaient là à cette époque-là. Mais 1995, pour l'Internet, c'était le Klondike, le Far West, là, toutes ces La affaires-là. bulle Internet. La bulle Internet, entre guillemets. Tu sais, on a tout vécu, là. On a Mhm. déménagé dans le quartier Saint-Roch au moment des subventions, vécu plein de choses. Là, tu te fais penser à les CGI, Ubisoft. On était là avant tout Avant ce ça, monde-là, ben là. oui, ben oui. C'est Aujourd'hui, quand tu as même des fou, crack là. médias. Ouais, alors on a vécu toute cette chose-là. Alors, je pense que ton admiration vient du fait que je suis vieux puis que je dure longtemps. J'ai été aussi impliqué dans plein de choses, là. On a parti Ouais, le web à ouais. Québec, la semaine numérique, 42 Québec, C'est Québec vrai. numérique. T'es impliqué sur plein de CA, le Trident, le théâtre pendant longtemps. Maintenant, le MT Lab à Montréal, qui est un incubateur en tourisme avec des startups puis du monde très innovant. J'ai la chance de grandir dans ce milieu-là, qui est encore jeune, mais ça fait quand même 30 ans qu'on fait ça. Mais tu arrives avec beaucoup d'expérience puis d'historique. Fait que tu as vu d'autres choses avant. Fait que c'est intéressant de pouvoir partager C'est ça. c'est ce que je me rends compte, c'est la force de 30 ans d'expérience. là. Mhm. Mais tu le sais, là, on vieillit tous à une certaine vitesse. C'est ce qui nous apparaissait compliqué à une certaine époque. Mais partir en affaires, pour moi, c'était pas un truc naturel, là. Je viens pas du monde de Ouais. l'entrepreneuriat, puis je viens juste d'un monde de passion pour les technos, puis ce que ça permet de faire. Wow, on a un modem, on peut parler à du monde. Wow, on a le web, on peut être informé sur tout ce qui se passe partout. Pour moi, c'est toujours été des moteurs de fascination. Puis le fait de partir en affaires, j'étais avec deux associés qui étaient beaucoup plus entrepreneurs que moi, mais ça m'a amené là-dedans. Puis j'ai été curieux de comprendre comment ça marchait. Puis je dis toujours que la première année, on a appris les ventes. La deuxième année, on a appris la comptabilité parce qu'on a réalisé qu'on n'avait pas. Ouais. Puis les années suivantes, on a appris les RH. Puis bon, ça fait 30 ans qu'on apprend les RH parce que Ouais. pour moi, c'est ouais. l'élément qui demande tu rassembles des humains autour d'un projet. C'est ça qui est dur après. Tu dis partenaire qui était plus entrepreneur. Je partage avec toi aussi cette chose-là. Ma femme est pas mal plus entrepreneur que moi. Puis on dit tout le Entrepreneur temps, ou entrepreneur? mais tu sais, il te faut toujours une des deux personnes qui dit oui mais, puis une des deux personnes qui dit oui et. La personne qui va dire on peut faire ça, mais il pourrait arriver tel problème. Puis l'autre qui va dire on pourrait faire ça. Puis en plus, on pourrait ajouter ça. Puis t'as le Puis passionné. des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Puis Exact. autant, c'est l'histoire de ce qu'on fait dans la vie entrepreneuriale, parce qu'il y en a d'autres aussi en parallèle, mais c'est toujours cette histoire-là de trouver le complément. Moi, tout seul, je pense pas que je ferais ces affaires-là. Tu sais, j'ai toujours fait ça avec d'autres gens puis avec une équipe. Même si l'équipe, il y a 30 personnes, je vais toujours trouver des complémentarités avec tout ce monde-là ou entre eux qui vont faire qu'on va avancer. On dit tout le temps, l'expérience, ça s'achète pas, hein, ça paraît. Fait que de ton expérience, si on remonte à l'époque des babillards, peut-être pour les gens qui connaissent peut-être pas c'est quoi, peut-être juste nous expliquer. Parce que tu sais, je repense à mes enfants qui regardent le téléphone boudiner et ne savent pas c'est quoi. On a peut-être ce même analogie. On a les mêmes des enfants du même âge puis qui n'ont pas les mêmes références là-dessus. Ouais. Je pense qu'il faut se remettre dans un monde où il n'y avait pas l'Internet pour que les gens partagent leur passion. Tu sais, j'ai longtemps cherché des gens avec qui apprendre, jaser, partager
partager, je crois, beaucoup dans l'apprentissage avec des pairs, là, rencontrer du monde, puis on va ressortir d'ici des nouvelles connaissances, des choses qu'on va avoir appris. Alors, pour moi, les communautés, comme le club informatique à l'époque, qui est une affaire des années 80, là, les gens avaient des ordinateurs personnels à payer 4 000 $ pour ça, puis ils ne savaient pas quoi faire avec parce qu'il n'y avait pas d'amis qui en avaient. Puis là, je me rappelle, on s'échangeait des disquettes à l'école, c'était de la piraterie, mais la piraterie faisait partie de la... C'est vrai qu'on utilisait ce mot-là, hein? Oui, on était des pirates informatiques parce qu'on copiait des disquettes et tout. On drillait le trou des disquettes pour les deux côtés. Oui, pour les des 1.4 MB au lieu de des... Il y avait des gens qui essayaient de protéger ça avec des notions de sécurité et tout. C'est la même histoire qu'aujourd'hui. Ouais. On jouait là-dedans puis on apprenait. Moi, je me rappelle que mon père, il a ramené un ordinateur à la maison. Honnêtement, je me demande qu'est-ce qu'on faisait avec le Mac. On n'avait pas d'imprimante, on n'avait pas de modem, on était connecté à rien. Non, mais on disait qu'on faisait du Mac Draw, du Mac Paint. Là. On faisait de beaux dessins, mais on pouvait rien faire avec. On pouvait pas les envoyer à personne. Les fichiers MIDI aussi. Je suis avoir téléchargé la chanson de Jurassic Park. C'était la grosse affaire. Grosse affaire. C'était avant Napster puis avant d'autres affaires. Alors, pour revenir à ta question, un été, mon père il a ramené un modem du bureau. Puis là, moi, ça a été une explosion parce que quelqu'un m'avait donné le numéro de téléphone d'un babillard électronique. Puis un babillard électronique, c'est un serveur dans un garde-robe en quelque part avec un modem lui aussi. Puis les gens se branchaient à tour de rôle là-dessus pour se laisser des messages puis échanger. Mais si vous prenez les discussions qu'il y avait sur ces babillards électroniques-là à l'époque, il y avait des guerres d'opinion, il y avait des débats à n'en plus finir, il y avait des gens qui partageaient des trucs incroyables sur des sujets qui les passionnaient. C'est où par rapport à MIRC, ça? C'est avant? C'était avant MIRC. Beaucoup avant. Beaucoup avant. Ben, c'était avant l'Internet. MIRC, c'est la même chose, mais la suite... C'est l'évolution. C'est le premier réseau social, dans le fond. Tout ce qu'on trouve sur Facebook aujourd'hui était là à l'époque. Ça existe encore des BBS? Ben, je pense qu'il y en a quelques-uns old school qui existent encore en mode texte. Là, c'était des apparaît, puis c'est du texte qui défile. Genre un flash, là, on téléchargeait des MP3. C'est là aussi, c'est plus loin. Là. Des MP3 piratés. Les gens s'échangeaient des fichiers. Il y avait des babillards de pirates, entre guillemets. Il y en avait qui avaient une section publique. Si tu étais assez gentil avec le gars, tu obtenais un mot de passe pour avoir accès à la section derrière puis avoir des fichiers. Donc, tu avais un chatbot aussi là-dedans qui répondait à des commandes. Le serveur lui-même, il y avait un logiciel qui permettait d'interagir, d'accéder à des forums, d'accéder à des fichiers, d'échanger, même au début d'Internet, d'envoyer des messages sur l'Internet, qui était comme le grand réseau. À partir du moment où les gens se sont mis à se connecter directement sur Internet, tout ça a disparu assez rapidement. Ça a quand même formé des amitiés, en tout cas, moi, qui durent encore jusqu'à maintenant. Tu dis l'Internet, le web, en fait? Est-ce que c'est le shift qu'il y a eu? C'était déjà l'Internet avant. Écoute, on a parlé de sécurité à l'époque. C'était quoi la sécurité? C'est pas un sujet, en tout cas? C'était un sujet parce qu'il y avait il y avait des gens qui usurpaient l'identité des autres, il y avait des gens qui volaient les mots de passe, et les gens essayaient toutes sortes d'affaires pour comprendre comment ça marche. C'est un sujet sans l'aide, mais ça a toujours été là. Le club informatique aux États-Unis, en Californie, c'est les hobbyistes de l'époque, c'est des hackers, c'est les gens qui essayaient de faire des interurbains sans frais en sifflant dans un téléphone. C'est toutes des questions de sécurité qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Les fils à pêche dans un 25 cents. Pour reprendre. La sécurité répond aux besoins de certaines personnes d'explorer ces failles-là dans les systèmes. Puis à partir du moment où tu as des systèmes, le mot hacker, moi, quand j'explique à mes enfants, hacker, c'est quoi? Mais tu sais, si tu dis, je vais aller faire du ski à Stoneham, mais tu veux pas payer ton billet, tu peux monter la montagne à pied puis descendre la piste, tu vas avoir hacké le système. Voilà. C'est juste de contourner les mesures de sécurité qui sont mises en place, finalement. Il y a des gens qui, pour faire respecter ça, mettent en place des sécurités. Mais tu sais, les problèmes des mots de passe, l'obligation de changer de mot de passe et tout, la confiance entre les gens, là, c'est essentiellement ça. Les communautés, c'est basé sur la confiance. À partir du moment où tu parles de confiance, tu parles de sécurité. Clairement. Il y a eu un shift aussi. On est passé de... C'est drôle, je parlais ça avec un guest dans un épisode précédent. Il y a un moment où l'Internet est devenu tellement dans la vie de tout le monde qu'il a fallu regarder qu'est-ce qu'ils font le monde avec ça. Fait que là, on a inventé des solutions pour surveiller le trafic. Est-ce que tu perds ton temps au bureau? Fait que c'est plus de la sécurité plus que de la productivité qu'on essayait de regarder. À ce niveau-là, c'est un peu ça. Là. La sécurité, ça a l'air un peu militaire ou contrôlant, mais ça ne l'est pas tout à fait. Là. C'est ça. C'est de la mesure de la productivité, de la compréhension de comment les gens l'utilisent, de la performance du réseau. Puis, c'est quoi aujourd'hui ta relation avec la cybersécurité? Mettons, je sais que c'est pas ton domaine d'entrée de jeu. C'est pas mon domaine au sens où c'est pas la première chose qu'on vend quand nous, on parle de solutions web ou de choses comme ça, mais c'est toujours un concern parce que l'actualité remet ça de l'avant, puis parce que le bruit ambiant fait que les gens sont de plus en plus
concernés par ça. À l'époque, les gens s'en foutaient un peu. Aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression que les gens sont conscious de la sécurité Ouais. puis demandent des affaires qu'ils n'ont pas besoin. Mais tu as encore des gens qui réagissent le jour où leur site web est piraté, qui disent « Ah, ben là, on aurait dû payer pour On aurait dû. on aurait dû. » Pour moi, la sécurité, c'est une police d'assurance dont tu ne peux pas te passer. À partir du moment où tu mets des trucs sur le web et t'exposes des renseignements, c'est une question de confiance. Nous, on vend que ça de la cyber, mais on essaie de convaincre les gens, puis souvent, c'est comme « Ouais, mais j'ai pas le budget, puis tout ça. » Puis là, on en fait un en ce moment, là, qui s'est fait attaquer, qui a du ransomware barre en barre. On est déjà à 300 000 en 2 jours de discussion. Puis là, tu as les avocats là-dedans, tout ce qu'on appelle le PII, qu'est-ce qui a été releasé, puis là, tu as les lois par-dessus, comment tu sais, et puis là, tu as l'interruption de service qui va avec aussi. Tu n'es plus en train de servir ta clientèle. Dans les 3-4 dernières années, c'est incroyable le nombre de cas qu'on a eu, nous, chez des clients, pas nécessairement par le web, là, sur des systèmes internes, mais qui ont perdu leur courriel, leur base de données, leur système informatique de comptabilité. Le coût de ça est incroyable. Les gens sont un peu insouciants, là, pas méchamment. Là, les gens disent ça coûte cher, puis on n'a pas l'impression de savoir pourquoi on paye jusqu'au jour où ça t'arrive. Ben, c'est ça. Quand c'est tu que perds 3 semaines de productivité et de confiance en tes clients et tout, il y en a des institutions publiques là, qui ont fermé physiquement leur bureau ou leur service pendant 2-3 jours, puis tu te demandes pourquoi, là, parce qu'ils ont un problème derrière dont ils ne veulent pas parler publiquement parce que c'est honteux. Ben, c'est ça. Tu as toute la transparence par-dessus après, là, tu sais, puis je ne veux pas nommer de gens ou d'entreprises Il y en a au Québec. Il y en a étonnamment beaucoup. Ben oui, on est fermé parce qu'on a un problème réseau, puis finalement, 3 mois plus tard, tu apprends qu'ils se sont fait breacher par un ransomware. Si tu as l'air d'un menteur, comment tu as joué avec je pense qu'il y a un effort à faire sur le fait à dire à tout le monde que ça arrive. Puis comme les gens n'entendent pas parler, les gens n'y croient pas. C'est assez difficile de les convaincre d'investir là-dedans. Nous, il y a des clients les plus en moyen se payent des analyses puis des tests de sécurité puis des choses comme ça sur leur système interne, mais c'est faramineux le nombre de personnes qui font pas ça ou qui font confiance à... Mais là, tu as tous tes systèmes financiers qui le font, on s'entend, ils n'ont pas le choix, ils ont des régulations. Tu as le transport d'énergie, ils le savent, ils n'ont pas le choix. Mais quand tu tombes dans la strate tu es une entreprise mid-market, tu regardes tes finances, tu te dis, moi, je fais souvent l'analogie, tu es à l'épicerie, puis tu mets du lait, du pain, des œufs. C'est sûr, tu mets ça, tu sais. Là, tu mets du storage, du network, ton backup. Mais quand tu arrives dans ranger des Joe Louis, c'est comme, reste-tu du budget? Peux-tu me le permettre? C'est bon pour moi? Tu l'as sûrement plus vu que nous, mais moi, je trouve qu'à travers les 30 dernières années, le marché a aussi évolué. Des gens qui avaient des serveurs à l'externe, des serveurs chez eux, des serveurs dans le cloud, des serveurs... La distribution de l'information et des systèmes informatiques dans les entreprises, elle a beaucoup bougé dans les dernières années. Puis à chaque mouvement de ça, on dirait que les gens, ils tardent à activer la sécurité. Tu laisses des morceaux derrière, dans le sens où, tu sais... derrière. Exact, on est arrivé avec, le cloud va réduire les coûts. Là, t'es rendu avec du cloud, puis du on-prem, puis là, t'as du hybride, puis là, finalement, c'est pas juste un cloud qu'il te faut, il te faut 2-3 clouds parce que là, t'es dans Amazon. C'est rendu un bordel, puis là, rajoute à ça, mais mon système doit rester en Windows 2000 parce qu'il est connecté avec du OT en arrière, puis lui, il est pas capable d'interagir avec. Moi, le plus gros défi de ce que nous, on fait encore aujourd'hui, c'est la complexité. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de clients pour lesquels le plus gros service qu'on leur rend, c'est les aider à se démêler dans le contenu qu'ils ont mis en ligne dans les dernières années, dans leur site web. Aujourd'hui, refaire un site web d'université ou de cégep ou d'institution, c'est une job de contenu. Là. En tenant compte de tout ce qu'il y a avant. De tout ce qu'il y a avant, puis de tout ce qu'ils veulent garder, puis de tout ce qu'ils ne savent pas pourquoi ils veulent garder, mais qu'ils gardent pareil, puis de tous les enjeux de données personnelles ou d'autres données qui passent par là. Puis, à l'époque, c'est une belle vitrine comme on fait un beau dépliant, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Il y a un historique, il y a des systèmes transactionnels, il y a des systèmes internes, tout ça est hyper lié. On n'a pas toujours gardé la notion de sécurité à travers ça parce que les gens qui le font à l'interne, c'est pas toujours les gens d'informatique, pas toujours les gens de communication, c'est pas toujours les gens de RH, c'est un peu tout ce monde-là. Puis il y a du silo. Puis on a eu beaucoup de misère à les mettre autour d'une même table, puis à leur faire comprendre ces enjeux-là. Là. Effectivement. Écoute, Carl, dernière question, parce que je vois que le temps file, puis la discussion est bonne, donc c'est normal, puis c'est super. Faire venir, puis là, on va se ramener 30 ans en arrière. Tu fais parler avec toi-même, te donner des conseils sur ton futur
on reste dans la carrière, là, évidemment. Ouais. Puisque tout le monde m'a répondu acheter de la crypto, acheter des actions de. Ce serait trop facile. J'ai déjà acheté des actions de Tesla. J'ai déjà tout fait les bonnes affaires. Trouver l'almanach comme dans Retour vers le futur. Ouais, Mettons ouais. que ça fait pas partie des choses, mais vraiment, te donner des conseils à toi-même. J'ai un ex-associé qui disait, après avoir perdu plusieurs millions de dollars dans un venture, qui m'a dit ça m'a pas coûté trop cher. C'est comme s'il avait fait un MBA avec l'argent, avec cet argent-là. Moi, dans les 30 dernières années, j'ai appris beaucoup. Revenir en arrière, je te dirais apprendre tout le temps, puis pas arrêter d'apprendre. Jamais assumer que tu sais tout, puis que tu comprends le système ou la façon ou la game. Là. À partir du moment où tu fais ça, c'est là que ça commence à aller mal, je trouve. La deuxième affaire, c'est un bon comptable, un bon avocat, puis d'assurer les bases. Pour moi, les systèmes qui durent longtemps, c'est des systèmes où les bases sont solides. Ouais. Puis j'ai vu trop de gens se laisser pogner dans l'accélération ou la décélération, puis oublier les bases, puis de revenir aux bases. Puis, moi, je le remarque là, quand ça va. Sur 30 ans, on a toutes des motivations changeantes comme entrepreneurs. C'est pas vrai qu'on est toujours pied dans le fond, puis qu'on veut aller hyper vite. Les gens viennent de moi des fois parce que je parlais de croissance tranquille, mais pour moi, c'est de la croissance bienveillante. C'est à un moment donné, c'est d'y aller à ton rythme, puis de savoir que même si tu es démotivé là, ça va te retenter d'avancer puis de développer. Puis si tu as des bonnes bases, ben ça va marcher, puis tu reculeras pas. Tout ton acquis reste, hein? On espère ça. Alors moi, c'est ça. Un bon comptable, un bon avocat, un gars de sécurité. C'est des bons conseils. Tu as parlé de Québec 42 tantôt avant qu'on se laisse. Veux-tu donner un petit mot? Qu'est-ce que c'est? Je viens du monde des clubs informatiques, puis c'est drôle parce que j'associe ça beaucoup à ça, apprendre ensemble. En communauté. On a fondé, il y a 15 ans, Québec numérique, qui a organisé le web à Québec. Je sais que tu aimes les événements, puis réunir du monde, puis que c'est une super façon de faire des affaires, puis de rassembler du monde, même si des fois tu te demandes pourquoi tu le fais au quotidien, ça a de la valeur beaucoup. On a fait ça durant longtemps, puis il y a quelques années, on est tombé sur ce modèle-là à Paris qui s'appelle 42, qui est une école, pas de prof, pas de diplôme, où tu as une plateforme informatique qui te donne un projet, qui te match avec d'autres mondes qui sont dans la même cohorte que toi, qui dit faites ce projet-là, puis à la fin, vous allez être évalué par des pairs. Je te résume ça, mais c'est un programme qui dure 3 ans. À Paris, ça forme 800 000, 1500, je pense maintenant, ingénieurs informatiques par année. C'est rendu un diplôme digne de Harvard. Là. Si tu es passé par 42 à Paris, tu as passé à travers ça. J'imagine les profils des gens qui vont là-dedans sont multiples. C'est des profils de gens qui n'iraient pas dans le système scolaire traditionnel. Comme la plupart des bons informaticiens que je connais, désolé pour ceux qui ont fait beaucoup d'universités, là, mais j'en connais énormément qui sont hyper compétents parce qu'ils ont appris par eux-mêmes ou avec des amis à travers toutes ces méthodes-là. Donc, ce projet-là, 42, on l'a vu il y a une dizaine d'années à Paris. On l'a visité, on est tombé en amour avec le concept, puis on a dit faut faire ça. Québec numérique, ça a une mission d'aider. On est des bénévoles là-dedans. On veut faire de quoi? On a fait des événements, on a eu du fun. On va faire ça aussi. Alors, on a amené le concept ici. On l'a financé avec la Ville de Québec et le ministère de l'Emploi. On avait du financement sur 5 ans. Après 3 ans, le ministère de l'Emploi a décidé de couper le financement. Tous les autres partenaires étaient full heureux de la situation. Puis on ne comprend pas pourquoi le ministère de l'Emploi a scrappé le financement, puis ils ne veulent pas nous répondre sur les questions. Alors, on s'imagine toutes sortes d'affaires. Moi, ça m'écoeure d'imaginer des trucs, mais bon, on avait la chance d'avoir ça. Ça a fermé fin janvier, faute de financement. On a fait 3 ans. On a formé 296 personnes qui sont passées par là. C'est énorme sur le marché de Québec. Comme si on en avait trop. C'est pas comme si on en avait trop, puis on en manquait. En Europe, à travers le monde, il y a 50 écoles 42 partout. Alors, nous, on croit encore qu'il y a ce besoin-là au Québec et au Canada. On a essayé, on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup trop peut-être, pour une raison politique obscure, en tout cas, d'un partenaire qui a décroché. Ça n'a pas eu de suite. On trouve ça regrettable, mais de tous les échos qu'on a, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, à un moment donné, qui va lever la main. C'est pas un dossier fini. C'est pas un dossier fini, puis on a des échos de Montréal, puis d'ailleurs, de gens qui disent, ben là, si vous êtes un peu niaiseux d'avoir abandonné ça, nous, on va leur repartir. Alors, moi, je leur souhaite bonne chance. Nous, on a donné dans l'effort d'amener ça ici, mais puis on est prêt à aider si ça leur prend des contacts et tout, mais il y a assurément une suite à donner à ça. C'est un trop beau projet pour que le Québec se prive de... Carl-Frédéric Decelle, merci beaucoup d'être venu au GoCast. C'est un grand plaisir. J'espère qu'on pourra faire une suite, parce que je pense qu'on pourrait parler une journée complète. Oui, avec plaisir.